Ceci dans le but de pousser nos étudiants à ne pas oublier que cette civilisation qui a instruit et donné à chaque époque une leçon différente donne aujourd'hui une leçon suprême, una magister mathima, qui aurait mérité d'être respectée. En 2003, en ma qualité de secrétaire spécial du ministère de l'Éducation, j'avais organisé à Delft un congrès international pour le soutien des études classiques. Son but était de revaloriser l'enseignement des langues classiques dans l'enseignement européen, ainsi que de créer un centre européen d'études classiques. Aujourd'hui, la Société littéraire hellénique d'études classiques, en collaboration avec Euroclassic et Academia Homérica, unissent leurs forces pour les mêmes buts. Le mot civilisation désigne l'éducation de l'être humain durant le long de sa vie, et pour cela, la littérature constitue une des méthodes les plus variées et excitantes. La Grèce nous a donné la première vraie littérature du monde occidental, nous signale Jacqueline de Romilly. Les tragédies grecques se jouent partout et Électre, Médée, que ce soit blanche, noire ou jaune, demeure le même. Le chemin de l'éducation des Européens passe à travers la culture gréco-latine et les textes des classiques touchent les jeunes de chaque époque et créent de nouveaux liens entre les peuples. La littérature européenne est le reflet de la longue rencontre entre la Grèce et Rome, et elle est vraiment impressionnante l'imitation de la littérature gréco-romaine ainsi que l'intégration de ses exploits par la littérature occidentale. L'inoubliable philhellène française, dans son livre « Pourquoi la Grèce ?», nous fait observer qu'à Athènes, l'instauration de la démocratie a été liée au besoin typiquement grec de présenter toujours les principes les plus fondamentaux sous une forme universelle. Athènes a installé la réfutation dans le centre de la vie publique et grâce à celle-ci, elles ont également tracé les principes de la vie publique. La littérature latine est la première littérature originaire. Elle s'occupe de façon consciente de la tradition reconnue du peuple grec et quand finalement elle devient autonome,
elle trouve ses propres caractéristiques et développe une particulièrement différenciée conscience de soi. C'est ainsi que cette littérature, en accomplissant un travail préparatoire, devient le précurseur des littératures européennes ultérieures. Par le terme Moyen-Âge latin, les historiens du passé désignaient un millénaire de retard intellectuel et social, tandis qu'aujourd'hui, les spécialistes du Moyen-Âge ont repéré les liens sociaux et culturels complexes entre Rome et l'Europe celte et germanique du Moyen-Âge, ainsi qu'entre le Moyen-Âge tardif et les temps modernes. Cette longue période historique met en évidence, en tant qu'une principale caractéristique, la continuité évolutive. Un continuum qui, en même temps, nous donne la possibilité d'examiner le Moyen-Âge, l'enfance de l'Europe d'après la définition réussie de Jacques Le Goff, en tant qu'une époque mélangeant l'obscurité à la lumière, pendant laquelle on a pu retrouver le noyau du grand héritage gréco-romain. La littérature latine du Moyen-Âge, à son apogée 1200-1350, a été étroitement liée à l'histoire de la pensée et constitua la source intarissable d'inspiration pour les hommes de l'être partout dans le monde. Si dès le XIIIe siècle, l'avenir de l'Europe obtient des caractéristiques plus concrètes, cela est dû en grande part à l'évolution de littérature. Dans le domaine des linguistiques, le Moyen-Âge rencontra une langue universellement répandue, le latin, qu'il a vu plus tard reculer et renaître dans les langues dites romanes. Mais les langues qui continuent à exprimer des pensées ne meurent jamais. Le grec et le latin, qui font découvrir, même à nos jours, de nouvelles idées à de nouveaux lecteurs, ne peuvent pas être considérés comme langues mortes sous prétexte qu'elles ne sont plus parlées. L'Europe est un espace qui doit sa substance au raisonnement de la pensée grecque ancienne, au développement du droit romain et à la spiritualité chrétienne. Paul Valéry appelle européens les peuples qui, au cours de l'histoire, ont reçu les influences de la civilisation gréco-romaine et du christianisme. Salvatore Settis, dans son livre Futuro del Classico, exprime des idées et des points de vue particulièrement intéressants sur la valeur vraiment sans pareil du classique, même dans un cadre universel. Une valeur qui rend nécessaire la connaissance de son identité. Ceci dans le but de comprendre non seulement la civilisation contemporaine, non seulement la marche de l'histoire, mais aussi les éléments constituant la civilisation contemporaine, surtout celle dérivant de la tradition européenne. L'époque gréco-romaine pourrait être vue comme une expérience gigantesque de mondialisation économique et culturelle, qui atteint son point culminant en plein cœur de l'Empire romain et de qui nous avons privilège de connaître non seulement le cours de sa formation, mais aussi les mécanismes et le temps de son effondrement final. La comparaison donc entre le vieux et le moderne, aujourd'hui répandue spécialement aux États-Unis, démontre le besoin et l'urgence pour s'enquérir des cas parallèles, notamment par rapport à la crise et la détérioration des sociétés d'hier et d'aujourd'hui.
plus nous apprenons à aborder le classique, pas comme un héritage que nous sommes pas comme un héritage que nous possédons sans le mériter, mais comme quelque chose de profondément étonnant et étrange que nous conquérons au jour le jour, comme une motivation pour la compréhension du différent, plus donc il aura quelque chose à nous dire dans l'avenir. Car si le classique, conclut Sétis, a perdu et continue à perdre plusieurs batailles, il n'a pas perdu la guerre. Aujourd'hui, l'Europe est dominée par l'argent et le matérialisme, tandis que le projet de l'Union européenne, d'après le philosophe Edgar Morin, se trouve en crise, car l'Europe n'a pas avancé ni en tant que conscience politique ou culturelle, ni en tant que conscience démocratique. En octobre 2004, le préambule du projet de constitution de l'Europe commençait par un passage tiré de l'épitaphe de Périclès par Thucydide et qui fait référence à la démocratie. Chrome thagar politia usilus ton τους πέλας νόμους, παράδειγμα μάλλον αυτιών δεστινή ή μιμούμενοι εταίρους, και όνομα διατομή εσολίγους, αλεσπλίον ασικήν, δημοκρατία και έκλειτε. Pourtant, dans le texte final, ce passage a été oublié. Dû par hasard, je n'en suis pas sûr. Mesdames et messieurs, la littérature classique ainsi que la littérature du Moyen-Âge latin, avec ses caractéristiques multiculturelles, des littératures qui ne constituent pas un événement littéraire dans un cadre étroit, mais culturel dans un sens plus large, peuvent incontestablement aider l'Europe à retrouver son chemin perdu. Elles peuvent lui enseigner, à l'aide du passé, comment elle évitera le danger de tourner de nouveau à un Moyen-Âge obscur, à un Moyen-Âge triste, à une tristitia temporis moderne. Merci bien.